Madame, Monsieur, bonsoir. L'actu ce soir, c'est ce chiffre, 26,2 milliards de dirhams. C'est le total des montants transférés par les Marocains du monde au terme des 3 premiers mois de l'année en cours. Ce chiffre affiche une baisse de plus de 6% par rapport à la même période de l'an dernier. Et la statistique interpelle donc. Si la solidarité des Marocains de l'étranger a bravé les crises en tout genre, preuve en est le montant record enregistré pendant la pandémie, mais la vraie raison de ce recul est ailleurs. L'Union européenne envisage de restreindre les transferts d'argent via les filiales européennes des banques marocaines. Pourquoi cette méfiance envers des fonds qui soutiennent de manière conséquente l'économie marocaine? Pourtant, en matière de transparence, le Maroc a coché toutes les cases, ou presque. Et il s'est en outre engagé à un échange automatique d'informations fiscales avec plus de 120 pays. Mais voilà, cette nouvelle mesure justement imposée aux banques marocaines pourrait exposer les Marocains du monde à des sanctions pour des comptes ou des propriétés non déclarées dans leur pays de résidence. Face à ces défis, le Maroc négocie avec l'UE pour préserver les intérêts de sa diaspora. Car derrière les chiffres, ce sont des millions de familles, des projets, des espoirs qui sont en jeu. La question demeure, comment concilier transparence fiscale et soutien indéfectible des MRE à leur pays d'origine? Pour répondre à ces questions, je reçois d'abord en plateau mon cher confrère et directeur de publication du site yabiladi.com, Ahmed Zouar. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et vous? Très très bien. Plaisir renouvelé de vous accueillir plaisir partagé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. De questions d'actu et un plaisir aussi renouvelé d'accueillir cette fois en distanciel professeur universitaire et économiste, Dr Mostafa Al-Jaï. Bonsoir et bienvenue à vous également, Dr Al-Jaï. Bonsoir et merci pour l'invitation, la Khadija. Merci à vous de l'accepter. Je commencerai par le professeur universitaire que vous êtes pour faire un peu de didactique pour nos téléspectateurs, pour comprendre d'abord les tenants aboutissants de cette baisse des transferts des MRE. Pourquoi les transferts des MRE ont-ils baissé de 6% annuellement, Dr Al-Jaï? Et aussi l'autre question, c'est l'impact de cette baisse sur les 20% de dépôts bancaires que représentent les dépôts des MRE au Maroc. Alors tout à fait, c'est une question pertinente. D'abord, je dois vous avouer que cette baisse était un petit peu inattendue parce qu'on a vu qu'un train très haussier depuis plusieurs années de ces transferts des MRE, même dans les moments difficiles, je me rappelle durant même la période Covid, où tout était fermé même en Europe, puisque l'Europe est je dirais la première source de transfert de devises des MRE au Maroc. Ces transferts ont évolué. Cela a démontré l'attachement de ces citoyens marocains à leur pays, à leur famille. Maintenant, je pense que cette baisse, on peut la considérer, à mon avis personnel, comme conjoncturelle, même s'il y a pour moi quelques facteurs qui peuvent l'expliquer. D'abord, il y a une conjoncture économique dans les pays d'accueil qui est un peu difficile. Ces citoyens souffrent aussi de l'inflation, leur pouvoir d'achat qui se détériore comme un peu partout dans le monde. Il y a également l'impact du taux de change. Il ne faut pas oublier que aussi bien l'euro que le dollar, avec l'arrivée de Trump, a beaucoup baissé, le dollar pratiquement de 10%, l'euro aussi de 5 à 6%. Donc l'impact en valeur dirham, si vous voulez, se retrouve dans les comptes de ces transferts de ces Marocains du monde. Donc le premier facteur, c'est la conjoncture économique dans leur pays d'accueil, le taux de change. Il y a également les restrictions des gouvernements des pays d'accueil. Là, on va en parler en détail. Il ne faut pas oublier que le plus gros de ces transferts se font en cash-to-cash, via les sociétés de transfert, les grandes multinationales comme, on peut les citer, Western Union, REA et d'autres opérateurs. Donc ces restrictions, on va le voir, peuvent aussi expliquer cette légère baisse, sachant que la directive dont on va parler était censée entrer en application en mai 2024. Il y a également et peut-être des changements de priorité. Il y a aussi peut-être des Marocains du monde qui privilégient d'investir dans les pays où ils résident au lieu d'investir, à mon sens, dans leur pays d'origine. Une question qui n'engage que moi-même.
et que j'ai retrouvé dans pas mal de lectures qui peuvent expliquer cette baisse que je souhaite vivement qu'elle soit Est-ce qu'elle aura un impact sur les dépôts bancaires pour le banquier aussi que vous êtes? Est-ce que cette baisse aura un impact sur les dépôts bancaires en sachant que les dépôts bancaires des MRE représentent pour l'ensemble des dépôts qui se trouvent dans nos banques plus de 20%, autour de 20% de dépôts? Tout à fait. Donc, l'impact peut être atténué vu que une bonne partie de ces transferts viennent sous forme d'aide aux familles qui résident au Maroc. Donc, elles sont tout de suite transformées en monnaie fiduciaire et consommées, même si, in fine, en partie, elles se retrouvent dans les ressources à vue. Mais c'est vrai, ces Marocains du monde représentent 20% dans l'ensemble. Il ne faut pas oublier un chiffre important, c'est qu'ils représentent 40% des dépôts à terme. Parce que généralement, c'est l'épargne à long terme de ces Marocains du monde. Et donc, pour le moment, l'impact, il est peut-être, je dirais, assez atténué. Et bien évidemment, si la tendance continue, il peut y avoir un impact. Mais pour le moment, l'impact reste faible pour les raisons que j'ai évoquées. On reviendra aussi de l'impact de cette directive qui menace les transferts des MRE, cette directive européenne, son impact sur nos filiales en Europe. Mais avant, Mohamed Zouakh, bon, Dr Jay a parlé de raisons conjoncturelles ou d'une période, on va dire, creuse. Ce n'est pas la première fois que les avoirs des MRE font couler autant d'encre, d'abord, et aussi sèment plus ou moins la panique auprès des communautés, de notre diaspora dans les 4 coins de la planète. Qu'est-ce qui change dans cet épisode par rapport à l'autre épisode qui a précédé et justement qui pointait du doigt les avoirs des Marocains ici au Maroc, les avoirs des Marocains du monde ici au Maroc? C'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments de doute. Alors, est-ce qu'il y avait eu une baisse à ce moment-là? Mais en tout cas, en 2020, 2021, enfin en 2020, le Maroc a signé l'accord avec l'OCDE, où il y a justement un échange des données bancaires et toutes les informations concernant le patrimoine des ressortissants et donc des Marocains à l'étranger. Et là, effectivement, pas tout de suite, mais à partir de 2021, il y a eu une première vague déjà de panique où beaucoup de Marocains étrangers, certains médias qui ont mal interprété aussi, ont dit que ça allait être tout de suite actif, alors que la loi n'a pas encore été votée. Ça a créé un mouvement de panique et beaucoup s'inquiétaient. Et là, effectivement, certains peut-être ont en tout cas reporté leurs transferts, voire même leurs investissements immobiliers, par exemple, ou des investissements productifs. Il y a eu une nouvelle vague de panique en 2023, qui a d'ailleurs nécessité l'intervention, me semble-t-il, du directeur de la Direction générale des impôts, mais aussi de Moustapha Baïtès, porte-parole du gouvernement, pour dire non, attention, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun transfert de données, ne vous inquiétez pas. Ça se fait sur demande. Voilà, vous êtes notre priorité, et c'est, oui, de manière ponctuelle, mais ce n'est pas un échange automatique, comme ce qui est prévu dans l'accord avec l'OCDE. Donc, oui, il y a déjà eu des mouvements de panique, mais d'un point de vue tendanciel, 2020, il y avait eu une annonce d'ailleurs, ou en tout cas il y avait eu une baisse avec le confinement. Pendant la période de confinement, il y avait eu une baisse des transferts MRE, mais ça a été très vite rattrapé dès l'été. Et 2020, avec le record, voilà, le premier record, c'était pendant la pandémie. 2020 a été une année qui a surpris tous les, puisque les prévisions étaient plutôt négatives, où on a eu une croissance des transferts des MRE. Et depuis 2020, cette croissance ne s'est jamais démentie. 2020, 2021, 2022, puisqu'on est passé de 70 milliards en 2020 à 115 milliards en 2023, et puis légèrement plus, 118 je crois, en 2024, avec des prévisions de Banque Le Maghreb relativement positives aussi pour 2025. Et là, en fait, la surprise, si on rentre dans le détail des chiffres du premier trimestre, c'est que janvier, c'était quasiment stable par rapport à janvier 2024. Février 2025, légère progression par rapport à février 2024. Et c'est mars finalement, puisque maintenant on a l'agrégat sur le trimestre. C'est mars qui a été assez décevant et donc qui a fait que le trimestre, effectivement, les transferts d'argent des MRE accusent une baisse de 6%. Les explications ont été données par professeur Jay, donc je n'y reviendrai pas, notamment sur le pouvoir d'achat, l'inflation. Peut-être une volonté de temporiser, peut-être aussi une peur de l'avenir par rapport à la dégradation de la situation professionnelle, sociale, économique des familles marocaines dans certains pays. Donc on peut le comprendre. Maintenant,
il faut aussi voir la big picture et ne pas, être dans la dramaturgie. Oui, il y a une baisse pour ce premier trimestre. Très bien. Maintenant, ça peut être une baisse conjoncturelle. L'année reste quand même avec des prévisions positives. Et puis, il faut ne pas oublier qu'il y a eu cette tendance haussière sur 5 ans, sur ces 5 dernières années. Et donc, c'est un peu normal aussi qu'il y ait une sorte de tassement, peut-être un rebond. Oui, voilà, on digère aussi un petit peu tout ça. Mais je pense que les MRE, il y a encore énormément d'opportunités d'investissement. Il y a de plus en plus d'ailleurs de MRE qui veulent s'installer au Maroc, qui La veulent perception investir n'a au pas Maroc. changé malgré cette Maroc, règle de l'OCDE, bien qu'elle ne soit pas totalement active au Maroc, malgré ces nouvelles dispositions aussi européennes. Oui. En fait, l'image du Maroc reste très positive. Il y a des grands chantiers, on voit que le Maroc se développe, il y a des grandes dates où la diaspora marocaine se sent impliquée, que ce soit la CAN, la Coupe du Monde. Donc il y a vraiment une sorte de train qui est en marche. Mais effectivement, c'est plutôt au niveau local, national, là où ils vivent, où il peut y avoir des inquiétudes. La situation économique, financière liée à l'emploi, mais aussi la situation réglementaire. Et là, alors pour l'instant, la réglementation n'est pas encore active, mais par contre, il y a déjà depuis quelques années, et c'est de plus en plus strict, il y a des pressions de la part des autorités, notamment les autorités bancaires, sur tout ce qui est argent liquide. Retirer de l'argent est de plus en plus contrôlé. Transférer de l'argent, même à des virements de compte à compte entre mêmes familles, c'est contrôlé. Pourquoi vous voulez transférer 1 000 € à telle personne Et donc encore plus, le blanchiment d'argent, tout à fait. Et encore plus quand c'est d'un pays à un autre pays. Et donc, alors c'est pas le Maroc qui est visé, c'est plusieurs pays. C'est les transferts à l'étranger, et notamment hors Union européenne. Et donc, il y a effectivement une sorte de resserrement. Et il peut y avoir chez nos compatriotes à l'étranger une crainte d'être identifié comme je fais de la fuite de capitaux, même si c'est des petites sommes, relativement des petites sommes. Ils ont peur d'être fichés comme une personne qui fait fuir des capitaux vers un autre pays. Donc il peut y avoir aussi une inquiétude dans ce sens-là, sans parler effectivement de la réglementation qui risque de se resserrer encore plus avec l'Union européenne. Justement, parlons-en en détail de cette directive qui a été élaborée par la Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'Union des marchés des capitaux, relevant de la Commission européenne, qui a été adoptée par le Parlement européen en juin 2024, dont le calendrier d'application est détaillé dans l'article 465 de cette même directive. Alors, de manière encore une fois très pédagogique, Dr Lejay, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette directive? Et surtout, est-ce qu'elle va freiner l'activité? Parce qu'il faut le dire, est-ce qu'elle va d'abord freiner les transferts des Marocains résidant en Europe vers le Maroc, et aussi, est-ce qu'elle risque aussi de freiner l'activité des filiales européennes, des banques marocaines? Et il y en a un bon nombre installées dans les différents pays de l'UE. Alors, tout à fait, donc, cette directive 2024-169, si vous voulez, à mon sens, elle a 2 grands objectifs. Et elle aura des impacts importants sur l'activité des transferts des Marocains du monde. D'abord, elle vise un petit peu à limiter les sorties de fonds de l'Union européenne vers les autres pays. Et c'est pour cela qu'il y a donc même des inquiétudes au niveau de Banque al Maghreb. Et on a vu dans le dernier conseil, le Walid Banque al Maghreb insiste pour aller en force négocier pays par pays. Et je vous donne un exemple. Par exemple, les transferts en cash-to-cash au niveau d'un certain nombre de pays. Si je prends le cas de l'Italie, c'est maximum 1 000 € par semaine. En France, on a mieux négocié grâce au cercle d'amitié franco-marocain auprès du Sénat français et on a augmenté ce montant provisoirement à 8 000 €. Bien évidemment, comme l'a très bien dit votre invité, il faut justifier l'origine des fonds et il faut qu'il y ait une adéquation avec les revenus. Donc, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, le plus compliqué, ce sont les conditions d'exercice des succursales des banques marocaines à l'étranger. Pour être plus clair, cette circulaire, elle veut limiter les activités bancaires des
succursales de banques marocaines sur le territoire européen avec les citoyens européens, même s'ils ont la double nationalité. Oh. Je vous donne un exemple très concret. On ne peut plus, si elle est appliquée, ouvrir deux comptes. C'est déjà le cas dans un certain nombre de pays. Un Marocain, un franco-marocain ou belgo-marocain qui vient dans une succursale à Bruxelles, aux Pays-Bas ou à Paris, pour ouvrir un compte à distance de son agence à Paris, à Amsterdam ou à Bruxelles, pour avoir un compte automatiquement dans le village qu'il souhaite ou la ville qu'il souhaite. Donc ce genre d'opérations seront interdites avec cette circulaire. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire, les succursales des banques marocaines? Elles vont travailler avec le stock. Il n'y aura pas de nouveaux clients, on ne pourra plus les démarcher, on ne pourra plus faire d'opérations bancaires sur ce territoire européen. Et bien évidemment, cela va compliquer la tâche à des banques marocaines. C'est pour cela qu'il y a même un certain nombre de succursales qui ferment carrément leurs agences dans certaines villes où il n'y a pas beaucoup d'activités. Il y a également des conditions de renforcement des fonds propres de ces succursales, des conditions, je le dirais, de transparence, de compliance. Donc tout cela va renchérir le coût de transfert des Marocains qui résident à l'étranger. C'est pour cela que je vous ai dit au début, le plus gros de ces 115 milliards provient du cash-to-cash. D'accord. Beaucoup plus via le canal bancaire classique. Alors, rapidement, quelles sont les sanctions prévues dans les comptes non déclarés au Maroc? Maintenant, je passe pour les avoirs détenus au Maroc des Marocains du monde. Il y a peut-être certains qui nous regardent. Avec cet échange des informations qui n'est pas encore automatique, mais des informations bancaires, que risquent les Marocains du monde s'ils détiennent des avoirs ici au Maroc qui n'ont pas été déclarés? Alors, si j'ai bien suivi, je sais que le Parlement marocain a fait le veto sur la ratification de cette convention qui pénalise fortement, je dirais, les Marocains du monde, puisque, comme ça a été dit auparavant, dans cet échange, si une administration européenne demande les avoirs financiers d'un citoyen européen, mais qui est aussi marocain, la banque marocaine, il n'y a pas que les banques, les sociétés de gestion d'actifs, les sociétés de bourse, sociétés de gestion de PCVM, ont l'obligation de transférer les données et les informations à cette administration fiscale européenne. Heureusement qu'il y a un veto du Parlement européen, il y a toujours des négociations, mais sinon les sanctions en Europe, comme c'est écrit noir sur blanc, elles sont même pénales et fâcheuses sur notre diaspora marocaine qui fait beaucoup d'efforts pour accompagner la dynamique du Maroc, transférer. Très bien, justement, oui, et qui font partie des priorités aussi au plus haut niveau de l'État par Sa Majesté le roi Mohamed VI lui-même, notamment à travers plusieurs de ces discours. On va revenir à cet extrait aussi à l'occasion du 49e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Il y a une task permanente qui a été créée, présidée par le chef du gouvernement, c'est Mohamed Zouar, pour répondre aux défis posés par la nouvelle réglementation. Est-ce qu'on fait assez pour cette communauté des Marocains résidant à l'étranger et qui non seulement envoient beaucoup et soutiennent l'économie, notamment en devises ô combien précieuses, mais aussi investissent? Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a eu 2 discours royaux qui ont mis la focale sur l'investissement des Marocains résidents à l'étranger et de l'importance justement de les accompagner. Parce que là où le bas blesse, c'est que sur les 118 milliards de dirhams transférés, c'est énorme. En 2023, c'était 115 milliards. Il faut savoir que c'est à peu près 10 fois le montant des investissements directs étrangers. Exact. 10 fois. Donc c'est des montants colossaux qui sont extrêmement importants tout au long de l'histoire d'ailleurs de la migration marocaine, qui ont été extrêmement importants pour la constitution d'opérateurs bancaires très forts, Banque Populaire, puis ensuite Tijali Wafa Bank, etc., qui ont accompagné justement cette vague migratoire. Mais là où le bas blesse, c'est que sur les 115
115 milliards de 2023, à peine 10% vont vers l'investissement. Et encore, ce n'est pas l'investissement productif, mais une grosse partie, c'est l'immobilier, ce qui est bien. Mais l'investissement productif est important. Et c'est là où, d'ailleurs, Sa Majesté le Roi a insisté, c'est accompagner les porteurs de projets pour justement transformer ces transferts de devises, ceux qui veulent transférer, pas seulement transférer, et c'est très bien pour le soutien familial, pour l'épargne, pour l'achat de foncier ou d'immobilier, mais aussi pour créer de l'emploi, créer des richesses, parce qu'on en a besoin, et l'économie marocaine a besoin effectivement de toutes ces forces vives, de toutes les forces vives de la nation, qu'elles soient au Maroc ou à l'étranger. Donc il y a eu, depuis ces deux discours royaux, il y a eu des commissions interministérielles, notamment dédiées aux Marocains étrangers, pour essayer d'apporter des réponses, qu'elles soient institutionnelles. Il y avait justement la création d'une fondation, d'une institution dédiée au MRE. C'était dans la foulée de ce discours, je cite le souverain, les institutions concernées seront ainsi restructurées de manière à prévenir le chevauchement de leurs attributions respectives et l'éparpillement des intervenants et afin d'assurer leur adaptation aux nouveaux besoins de cette communauté. Fin de la citation royale. C'était à l'occasion du dernier discours de la marche ouverte l'année dernière. Donc il y a vraiment une volonté d'accompagner au niveau institutionnel toute la communauté sur ces différentes problématiques, questions, projets, etc. Mais aussi sur l'investissement en particulier. C'est bien d'ailleurs, on a un ministre qui est issu de la diaspora, qui est en Allemagne, qui s'occupe aussi de ces domaines-là. C'est extrêmement important d'apporter des réponses parce qu'il y a vraiment un manque, un vide au niveau de l'accompagnement. Donc il y a vraiment besoin de renforcer. Accompagner, comment on peut accompagner Parce qu'on pense que les investisseurs MRE sont au Maroc comme nous, 12 mois sur 12. Les investisseurs MRE viennent pour une période très courte. Ils ont souvent déjà un travail ou un projet dans leur pays de résidence. Et donc, ils viennent sur une période très courte et ils ne connaissent pas le système marocain. Ils ont beau être marocains, ils l'ont quitté il y a 5 ans, il y a 10 ans, voire même, ils n'y ont jamais vécu. Ils ont grandi là-bas. Et donc, ils viennent, ils ne connaissent pas forcément le système. Et donc, ça prend beaucoup plus de temps. Et il n'y a malheureusement pas aujourd'hui d'institutions dédiées à cet accompagnement-là pour cette population spécifique. Donc forcément, ça crée des frictions. C'est pas forcément naturel. Alors il y a les CRI certains CRI qui font un effort assez important. Je pense notamment aux CRI d'Agadir qui essayent justement d'adresser cette communauté et d'autres aussi. Mais ils ont besoin d'accompagnement parce qu'ils ne connaissent pas forcément tous les codes, tous les pièges à éviter. Alors que quand on est là, on a quand même plus le temps et les moyens d'avoir un maximum d'informations. Donc il y a un déficit au niveau de l'accompagnement, il y a un déficit aussi au niveau des structures financières et institutionnelles pour aider à l'investissement. Alors il y a eu pendant de nombreuses années Banque l'AML, dans les années je crois 80, 90, qui a été malheureusement un fiasco. Il y a eu plus récemment le MDM Invest, qui était bien dans la dynamique, il était intéressant, sauf qu'on demandait 25% d'apport sur la dernière mouture, 25% d'apport en cash du MRE, et là c'est beaucoup plus compliqué, 25% d'investissement. Et donc il faut revoir un petit peu les modalités de ces fonds qui accompagnent justement les investisseurs MRE. Et donc ce discours royal a donné quelques soubresauts, des réunions, mais malheureusement, il n'y a pas encore eu de choses tangibles qui en sont sorties de ces commissions interministérielles, de cette task force. Donc, je pense qu'il y a 7 mois après. Voilà, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait au niveau gouvernemental, au niveau de l'exécutif. Il y a un travail, vous l'avez souligné avec le professeur Al-Jay, sur la réponse à donner. Donc ça, c'est plutôt les opérateurs bancaires qui sont en train de travailler pour protéger le passeport européen, puisque c'est des banques qui ont le passeport européen, qui sont, je crois, dans 5 ou 6 pays, si mes souvenirs sont bons, là où il y a la communauté marocaine étrangère en nombre, et donc pour maintenir leur filiale bancaire en Europe. Et donc il y a un travail, il y a des négociations, c'est très tendu effectivement, parce que l'Union européenne effectivement est en train de verrouiller un maximum son système bancaire, les transferts d'argent, et donc il y a un poids assez conséquent qui est en train de peser sur ces institutions bancaires, sur le gouvernement marocain, qui doit faire une sorte de mise à jour, une renégociation. C'est une négociation, il y a peut-être des concessions à faire aussi.
Oui, bah, comme vous l'avez souligné, sur la sortie de la liste grise. Oui. On a tout fait. Donc ça a été fait. On est de bons élèves. Ça a été un succès. Donc effectivement, il y a des efforts à faire, mais je pense que tout n'est pas à jeter. Il y a des bonnes choses qui pourraient en sortir. Maintenant, cet effort doit être fait rapidement pour qu'il n'y ait pas cette psychose au niveau de la communauté marocaine étrangère qui restreindrait ces transferts. Alors, justement, pour qu'il n'y ait pas de psychose, Moustapha Jay, en 1 minute, comment assurer un équilibre entre conformité fiscale et protection des droits de nos MRE? Effectivement, maintenant, les banques marocaines obéissent à des règles de compliance qui s'appliquent à un client qui soit résident ou non résident. Et les banques, je pense qu'elles font bien leur boulot. Et bien évidemment, il faut négocier, continuer à négocier avec ces pays. Je vous ai donné l'exemple de la France, où le Maroc est arrivé grâce à un réseau très fort. Là, il y a 27 pays, il n'y a pas qu'un seul. Donc l'idée, c'est soit négocier banque centrale par banque centrale, comme ils font actuellement. C'est beaucoup plus simple que de négocier avec un bloc où parfois il y a un certain nombre de réticences pour essayer un petit peu de concilier, comme vous avez dit, entre compliance et entre intérêt de ces Marocains du monde. Merci beaucoup, Dr Jay. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps d'émission est terminé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est moi. Merci à vous ici, Mohamed Zoua. Merci, Khadija. Et merci à vous pour votre fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée.